Bonsoir à tous et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux ce soir pour cette école de la SRF. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la SRF, c'est une association qui rassemble plus de 500 cinéastes de tous les genres, tous les formats, long métrage, court métrage, fiction, documentaire, animation. La SRF a un volet politique sur lequel elle s'engage pour un certain nombre de valeurs, la liberté de création, la diversité culturelle, le droit des auteurs. Donc on s'entretient avec des institutions et des partenaires privés pour se battre tous les jours sur tout un tas de sujets. Donc on s'organise en groupe de travail sur l'intelligence artificielle, les négociations écriture, la chronologie des médias et j'en passe. Mais la SRF, c'est aussi un volet culturel avec de nombreux événements, donc des projections de courts-métrages, des écoles de la SRF, des Directors Club qui ont lieu à Paris au Grand Action. Donc on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette école de la SRF sur cette vaste problématique qui est l'empathie et les anti-héros. Donc on va accueillir ce soir Steve, Laurent, Céline et Sylvain qui vont vous parler de ce vaste sujet. Donc merci encore d'être là et d'être ici pour ce qui nous rassemble, à savoir les films, parler des films. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc écoutez, bienvenue. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cette école de la SRF avec comme thème empathie et anti-héros, un vaste sujet. Donc merci à vous trois aussi d'avoir répondu à cette invitation. Donc je vais vous présenter. Donc Céline Rousset. Donc tu as réalisé déjà 2 films, donc un documentaire de fiction. Pardon, un film documentaire et un film de fiction qui est sorti cette année au mois de juin, donc En attendant la nuit. Voilà. Sylvain Desclous. Donc tu as réalisé ton premier film Vendeur en 2016. Ensuite, tu as réalisé un documentaire, donc La campagne de France. Et ensuite, tu as réalisé 2 autres longs métrages, dont un à venir. Toi, tu as réalisé ton premier long métrage, donc c'était en 2015, il me semble. Voilà, donc Je suis un soldat. Et tu as réalisé ton second long métrage à propos de Joan. Si je ne me trompe pas, c'était... Il est sorti en 2022. En 2022. Voilà. Donc, ce qu'on va faire sur ce vaste sujet, finalement, qui peut nous amener un petit peu dans toutes les directions, on va vous proposer de regarder directement 3 extraits des films de nos invités. Comme ça, on pourra vraiment discuter d'une manière bien précise de notre sujet du jour. Vous avez des antécédents familiaux? Pour le cœur? Oui. Mon père, oui. Il est encore en vie? Il se soigne? Je suppose. Vous fumez, vous buvez? Un peu. Un peu comment? Un paquet. Vous prenez souvent de la drogue? C'est souvent lié, vous savez. Le drame, quand on vieillit, c'est qu'on reste jeune. Julien Gracq. Écrivain.
Je vais vous garder 3 jours d'observation, et puis vous allez prendre des vacances. Je peux pas, je vais être à Marseille lundi prochain pour le boulot. Je vais vous faire un arrêt de travail. Comme ça, il n'y aura pas de problème avec votre employeur. Non, mais ça marche pas comme ça. Je dois être absolument à Marseille lundi prochain. Je crois qu'on s'est pas compris, là. Je vous interdis de reprendre le travail. Lady like devotion, she sails the bitter ocean. If it wasn't for lovesick sailors, there'd be nothing left but flotsam singing. Why be your man? Is there a better man than I hope you find your way back home before you lie high and dry. I hope you find your way back home before you die. Her sails below like bubbles, will you sip your daily doubles? If she wasn't so fond of the weather, she might give the deckhands trouble, singing, why be your man? Is there a better man than I hope you find your way back home before you lie high and dry. I hope you find your way back home before you die. One day when I grew older, I found I could not hold her. She took on a fine young skipper, soon ran her up on a boulder, singing, why be your man? Is there a better man than I hope you find your way back home before you lie high and dry. I hope you find your way back home before you die. Papa! Now the pleasures of the heart. Papa! Une génération de citoyens français, chaque jour de leur vie, a de terribles décisions. Parfois, ces décisions eurent d'un côté comme de l'autre de lourdes conséquences. T'as mangé? Oui, je me suis arrêté sur la route. T'as bien roulé? Oui, ça va. Et continuent ensemble. Tiens, donne-moi ça. Donne-moi ça. Merci. Tu t'en sers pas beaucoup de la cuisine, là, j'ai vu, hein? Ah ouais, c'est trop compliqué. Il y a trop de boutons. Et Gérald? Quoi, Gérald? Gérald, il va bien, ça va? Ouais, ça va, hein? Il m'appelle, il vient me voir. Il est gentil comme tout. Et toi? Ça va, toi? Qu'est-ce qui te prend? J'avais envie de te voir. Je crois que je vais arrêter, en fait. Le boulot. Je crois que c'est le moment. C'est bien. Qu'est-ce que je te dise? Allez, encore. Santé. Santé. Et non? Pique un peu, hein? Il est dur. Hein. Oui, allô, bonjour monsieur. Je vous appelle pour l'annonce. Ah d'accord. Merci. Au revoir.
Donnez-moi une raison de vous choisir. Il y en a plusieurs. Je suis courageuse. Je suis volontaire. J'aime travailler. Vous aimez travailler? Oui. Quoi d'autre? J'ai eu de nombreuses expériences dans le domaine de la vente, en parfumerie, mais aussi dans plusieurs boutiques de vêtements. Je pense qu'être passé par le terrain, c'est vraiment un atout pour connaître les besoins de la clientèle. Mais vous n'avez jamais vendu de maillot de bain? Je sais vendre des vêtements, donc je saurais vendre des maillots de bain. Je vous arrête tout de suite, le maillot de bain n'est pas un vêtement. Le maillot de bain, c'est le maillot de bain. C'est un produit saisonnier qu'on doit pouvoir vendre tout le reste de l'année. Je comprends. Vous savez nager? Oui. Qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte? Je sais pas, un cadeau pour vendredi? Un maillot de bain? Excusez-moi. Vous savez dire non? Oui. Excusez-moi. Vous vous voyez où dans 10 ans? Salut Henri. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je passe en vitesse déposer ça à ma soeur, tu l'aideras? Oui, bien sûr. C'est bien de te voir là. Allez, d'action au pied! Si t'es dans la merde, tu devrais leur dire.
suivre notre chien, là, il va revenir. Faut que j'y aille, moi. Bon, on va demander aux voisins, on va mettre des affiches, t'inquiète pas, on va le retrouver. Hein. Qu'est-ce que t'as à crier comme ça? Je sais pas, il a disparu. Il est pas levé, Philémon? Je sais pas. Pat. 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 Pourquoi tu te grattes? J'en peux plus. Qu'est-ce que t'as? Personne ici. Sors. Pars. S'il te plaît. Donc merci à tous les trois pour ces extraits. Donc c'est très intéressant parce que lorsque, je vous ai proposé d'amener justement 3 extraits, vos choix, je les ai trouvés très intéressants. Et du coup, j'aimerais commencer par toi, Laurent, parce que finalement, j'ai l'impression que toi, l'extrait que tu apportes, il se trouve finalement au début du film. Et j'aimerais que tu contextualises un petit peu pour tout le monde, pour les gens qui n'ont pas vu le film, et ensuite que tu nous expliques pourquoi ce choix. Donc ça s'appelle « Je suis un soldat », sorti en 2015, et le personnage principal, c'est Louise Bourgoin, qui a essayé de vivre à Paris et qui s'est planté, qui n'a plus d'argent, et qui retourne dans le nord de la France sans dire à sa mère qu'elle revient pour de bon. Et donc elle planque ses vêtements dans le cabanon qu'on a vu. Et elle est donc dans une précarité. Elle essaie de trouver du travail. Et finalement, elle va aller travailler chez son oncle qui tient un chenil, qui est tenu par Jean-Hugues Anglade. Et le film, c'est un film qui commence comme un film social et qui va basculer dans un film, dans un thriller, où elle va être au cœur d'un trafic de chiens qui opère entre la Belgique et la France. Et progressivement, elle va devenir un anti-héros typique, puisqu'elle va mettre de côté sa morale pour trouver une place dans la société. Et j'ai choisi cet extrait-là parce que pour créer l'empathie, on a plusieurs outils. Il y a des outils de scénario, il y a des outils de mise en scène, il y a la musique, il y a la direction d'acteur, la photographie. Peut-être je reviendrai sur la direction d'acteur tout à l'heure. Et là, ce que j'ai choisi, c'est un extrait de mise en scène, notamment le dernier plan de cet extrait, puisque donc on voit qu'elle essaie de trouver du travail, qu'elle s'y prend assez mal à l'entretien d'embauche, qui est plutôt où elle foire tout. Et en fait, ce qui m'intéresse dans l'extrait, c'est ce dernier plan, alors qui malheureusement a été coupé avant la fin, où quand on écrit, on cherche toujours des moyens d'incarner nos idées autrement que de manière frontale, qu'en passant par des dialogues ou des choses qui soient trop symboliques. Et là, ce dernier plan de cet extrait, on la voit au cœur de la ville un matin, avec progressivement tous les personnages qui vont aller au travail. Et le plan se vide autant
à l'intérieur du café qu'à l'extérieur. Il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de passants, et la musique laisse disparaître petit à petit, laisse un grand silence, et le plan dure un petit peu plus longtemps, où on la retrouve vraiment absolument seule. Voilà. Et pour moi, ce plan-là permettait, vu sa situation, de rentrer en empathie totale avec le personnage, puisqu'on ressentait la manière dont le monde continuait à tourner, mais sans elle, et ce qui allait l'amener à agir. D'accord. Et dans ton extrait, on sent tu me dis si je me trompe, une volonté de créer une sorte de mécanique en fait, qui l'amène vers justement cet isolement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça ? Oui, c'est vraiment c'est comment amener le personnage dans une situation où il se retrouve acculé. Donc le film s'ouvre avec une scène où elle fait un état des lieux de son appartement et où ça se passe très mal, où elle doit rendre de l'argent. Ensuite, elle arrive là, elle planque ses affaires dans la remise. Ensuite, il y a cet entretien d'embauche qui se passe mal. Enfin, il y a sa mère qui lui dit qu'elle ne peut pas rester parce que sa sœur va venir vivre finalement dans la maison. Enfin, il y a énormément d'éléments qui se juxtaposent. Et là, on le perçoit aussi dans la musique, qui devient de plus en plus oppressante, et qui fait qu'à un moment donné, elle va être au pied du mur et qu'elle va être obligée d'accepter le premier boulot qui se présente, qui est un boulot difficile, sale, bruyant, enfin, qui est à l'opposé de ce pourquoi elle était faite et ce à quoi elle aspirait. Et c'est créer cet engrenage qui va faire qu'on va croire que le personnage va accepter d'aller travailler dans un chenil pour son oncle. Donc il faut avoir suffisamment d'éléments concrets pour qu'on adhère au fait que cette fille-là qui vient de Paris, qui a tout foiré, va se retrouver dans ce chenil. D'accord. On va revenir un petit peu. Céline, pourquoi ce choix ? Alors toi, cet extrait, finalement, c'est son premier passage à l'acte dans ton film. Tu me dis si je me trompe. Le premier passage le plus dangereux, le plus monstrueux, mais on m'entend bien, oui. Ouais, je ne sais pas si ça se voit, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des poches de sang qui boit dans le frigo. Et oui, le défi... Là, en fait, j'ai essayé de montrer Tu peux recontextualiser un petit peu Ouais. Bon, donc c'est l'histoire d'un garçon, d'un jeune homme qui arrive avec sa famille dans une banlieue pavillonnaire à la tranquillité un peu flippante, comme ça, très solaire, mais un peu trop parfaite. Et sa famille est en cavale parce qu'en fait, c'est une famille qui a toujours vécu de façon plutôt cachée en huis clos, avec une mère qui a toujours donné elle-même de son sang, qui a toujours médicalisé le rapport au sang du fils pour justement le civiliser, le rendre inoffensif. Et en fait, il arrive à un moment où il grandit, où elle peut plus donner, et donc ils vont aller dans cette banlieue pavillonnaire se rapprocher des gens, paradoxalement, pour qu'elle aille voler du sang dans un centre de don du sang. Sauf qu'il va rencontrer une voisine et que son désir pour elle va réveiller chez lui une soif de sang, parce qu'à un moment elle va se blesser. Et justement, le premier passage à l'acte, c'est qu'elle se blesse la main et qu'en fait tout à coup il a une espèce de soif animale et il lui lèche le sang, et ça vient réveiller quelque chose en lui qu'il avait toujours contenu et qui était resté enfoui et endormi. Et là, c'est le deuxième passage à l'acte. Et en fait, le grand défi, donc c'est un garçon qui a les symptômes du vampire. Le problème, c'est pas tant les symptômes, c'est ce qu'on en fait, c'est l'interprétation des symptômes et comment la société va l'enfermer dans cette condition. Donc pour William Martin, mon co-scénariste, et moi, le grand défi, c'était d'en faire un monstre innocent, mais un monstre quand même, et qu'en fait le danger monte, la violence de ce personnage monte, ses tourments, son combat contre lui-même, mais il fallait que jusqu'au bout, puisque pour moi c'est une métaphore de la marginalité, du handicap, c'est une condition comme ça, voilà, médicale. Il fallait que jusqu'au bout on soit attaché à ce personnage, qu'on l'aime, qu'on soit de son côté, qu'on n'ait pas peur pour le vampire, du vampire, mais qu'on ait peur pour le vampire et pour sa famille. Donc mais je crois que c'est comme toi finalement, mon choix de scène, c'est de montrer qu'à un moment il faut créer de l'empathie, et donc il faut qu'on ait pitié du personnage, ou qu'on
qu'on soit avec ses émotions. Et nous, ce qu'on a compris, en tout cas avec... Le problème, c'est que d'en faire un monstre innocent, ça le rendait très inactif, très passif. Et donc, il fallait qu'il soit dans l'action et qu'il devienne quand même dangereux. Et on a compris à un moment que ce qui allait nous aider avec William, c'était que l'émotion principale qui allait le guider, c'était sa colère. Et là, c'est ce qu'on voit dans cet extrait. C'est-à-dire qu'il est d'abord persécuté parce qu'il a léché la main devant les autres et que les autres le trouvent hyper bizarre et le rejettent et se moquent de lui et le harcèlent. Et ça crée chez lui une colère et une douleur, lui qui veut tant être aimé par le monde extérieur et être intégré. Et voilà. Et donc, il va aller boire du sang parce qu'il a cette soif de sang qui se réveille, mais qui est déclenchée par la colère. Et le chien, dans les films d'horreur, il meurt souvent. Passe à la case. C'est bien pratique, parce qu'en fait, sinon, s'il se mettait à attaquer des gens, il fallait nous qu'on agisse par palier. Et le fait sinon, c'était un serial killer ou un vampire classique prédateur, et c'était pas ce qu'on voulait. Donc, en fait, il y a ce chien qui est bien pratique, et en fait, qui ensuite, donc après, c'est sa famille qui cherche le chien. Donc, on est aussi du côté de cette famille qui va poser un regard d'inquiétude sur ce fils, et d'amour, mais d'inquiétude aussi. Et le chien, en fait, comme c'est du sang animal, vient déclencher en plus des démangeaisons. Donc, c'est un système comme ça. Enfin, c'est vrai que des clés pour qu'on s'attache à un personnage, c'est quand même lui taper dessus. Et comme dans Carrie aussi, de Brian De Palma, c'est comment est-ce qu'on va être avec lui dans sa souffrance. Pour moi, ça, c'était une des clés. C'était aussi comment il allait essayer d'être dans un combat vis-à-vis de lui-même. Mais on pourra peut-être en parler plus tard. Mais un exemple, c'est qu'à un moment, il va se limer les dents pour essayer de nier cette part monstrueuse ou cette part dangereuse chez lui. Il va être vraiment dans un combat contre lui-même, contre ses pulsions. Voilà, donc ça, Mais j'ai essayé de montrer un extrait où on voit vraiment les deux aspects du personnage. Il fallait à la fois qu'il soit quand même effrayant, mais aussi extrêmement touchant, quoi. Tu voulais quand même nous le sauver, là, ce soir. Ouais. Mais comme dans le film, je crois qu'on l'aime jusqu'au bout. C'est vrai. Et toi, Sylvain, donc, toi, ça arrive au milieu du film, un petit peu, hein, c'est ça, on est au milieu du film. Et je trouve ton choix hyper intéressant, mais je vais te laisser l'expliquer un petit peu et contextualiser aussi. Vendeur, c'est l'histoire de Serge, donc c'est joué par Gilbert Melki, qui est le meilleur vendeur de cuisine en France depuis des années, qui parcourt les routes, voilà, et qui a tout sacrifié à son boulot, et dont le début du film nous le montre en action. Et évidemment, qui dit meilleur vendeur dit, je dis pas que l'arnaque est pas loin, mais enfin voilà, c'est quand même des techniques de vente qui se font toujours et qui s'établissent toujours un peu au détriment des pauvres clients. Et il a évidemment le mode de vie qui va avec, hein. Il est extrêmement solitaire, donc il va d'hôtel en hôtel, il a une certaine difficulté à nouer des relations, on va dire, sentimentales, donc il va voir les prostituées, il fume, il boit, il prend de la coke, voilà. Et c'est vrai qu'à l'écriture, on s'est rendu compte, et ça a été une très grande difficulté très longtemps à l'écriture, et évidemment en financement. Le scénario avait beau plaire ou accrocher ou que sais-je, très souvent le retour qui était fait était sur la difficulté pour les lecteurs et futurs spectateurs à être en empathie avec ce personnage de grosses crapules, disons les choses, voilà. Et il y avait vraiment le danger de rebuter, enfin déjà de ne pas faire le film, voilà, et puis ensuite de rebuter un peu le spectateur, et qu'il ait spectatrice également, et qu'ils aient absolument aucune envie de suivre ce mec, voilà. Alors tu disais un truc qui était intéressant tout à l'heure, c'est il y a plein de choses pour susciter l'empathie, direction d'acteur, et donc casting. Et c'est vrai qu'une des premières clés que j'ai eues, qu'on a eues, pour un peu contrecarrer ce sentiment compliqué, était de choisir un acteur dont je savais qu'il était lesté, doté, doué d'une empathie certaine du public. Et ça aide quand même vachement. Voilà, je ne vais pas faire de contre-exemple, mais voilà, c'est pas la même chose d'avoir un acteur que les gens aiment ou à qui ils prêtent pas mal de choses qu'un acteur, on va dire, plus froid, même si les vendeurs froids, ça n'existe pas. Mais bon. Et ensuite, comme ça ne suffisait pas, ou en tout cas qu'on sentait qu'il allait falloir à un moment donné dans le film qu'on bascule complètement de son côté, c'est la co-scénariste qui a eu l'idée du retour chez le papa. Voilà.
qu'on a doublé d'un petit malaise cardiaque. Et qui donne la séquence que vous avez vue. Et effectivement, je suis très content de la revoir. Ça fait très longtemps que je l'ai vu pour faire le truc. Mais cette séquence chez le père, voilà, qui a été un peu filmée de bric et de broc, mais qui effectivement donne quelque chose. Et puis effectivement, ce rangeage d'oreiller qui est pas grand-chose et qui est totalement improvisé. Enfin, Gilbert ne sait pas arranger un oreiller. Et je trouve qu'au final, ça, plus le lit à ressort, je dis pas que tout d'un coup le spectateur, la spectatrice bascule totalement de son côté, mais il y a quelque chose d'assez attendrissant. Voilà. Donc je vais pas taper dessus comme tu disais, mais voilà, j'ai essayé de l'attendrir, de le déplacer, de le déstabiliser. Mais il y a une autre chose dans ton film qu'on n'a pas vu, mais qui est quand même très liée à ça, c'est la question de son fils. Et j'ai l'impression que le fil narratif de ton film, même presque thématique, c'est la question de la transmission d'un père à un autre. Et je pense que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de l'empathie qu'on a pour ton protagoniste vient aussi du fait qu'il aime profondément son fils et qu'il y a un endroit où il veut le sauver aussi du destin qui s'annonce pour lui. Oui, mais à ce moment-là du film, parce qu'évidemment, je vous la fais courte, hein, Gilbert, Serge, c'est le meilleur vendeur de France, mais il est un peu sur le déclin. Son fils est un peu dans la panade, il est joué par Pio, et son fils lui demande un petit coup de main, et son fils lui demande de le faire embaucher comme vendeur. Évidemment, le fils s'avère être doué, voire doué à un point où il peut faire de l'ombre à Serge. Et donc, au moment où intervient cet extrait, on ne sait pas encore comment va basculer Serge et est-ce qu'il va, laquelle des deux pistes va l'emporter. Est-ce qu'il va prendre sur lui et accepter cette transmission au risque de reconnaître que son temps est fait, qu'il faut lui laisser la place, ou bien est-ce que c'est malheureusement plus fort que lui, il a du mal à laisser, c'est shakespearien, hein, tu ton fils parce que tu veux pas qu'il te ressemble ou qu'il te dépasse. Et voilà. D'où cet extrait placé à cet endroit pour à la fois attendrir le personnage et ramollir un peu le spectateur, dans le bon sens du terme, pour qu'il soit prêt à suivre Serge jusqu'au bout. D'autant que dans l'extrait, ce qui est étrange, c'est quand il est chez le médecin, quand il parle du père, est-ce qu'il se soigne, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il se soigne, il répond je suppose. Donc moi, je me suis dit qu'il ne voyait plus son père, donc elle est d'autant plus surprenante, la séquence. Et la proximité, la familiarité qu'il y a entre eux, alors qu'il y a eu cette marque de distance. Il y a un truc... Moi, j'ai l'impression... Pardon, je peux enchaîner sur une petite chose. J'ai l'impression à regarder les extraits là, que ce qui fait aussi empathie, ce qui permet l'empathie, c'est aussi de rendre le spectateur actif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose des questions, où on a envie de savoir, où il y a un mystère, où on est face à des contradictions, alors ça crée soit de l'empathie parce qu'il peut y avoir de l'affection, soit au moins de l'intérêt pour du mystère ou une fascination si c'est un personnage antipathique. Et je pense que c'est un ressort très très important de rendre le spectateur toujours actif. Mais je trouve dans l'extrait de ta séquence que moi, elle m'emporte totalement avec son fou rire. Je me dis, j'ai envie de la suivre jusqu'au bout. Elle devient tellement... déjà, on se demande si c'est l'actrice ou si le personnage. Moi, c'est très court, hein, mais je ressens tout d'un coup une très grande proximité avec elle et de me dire, elle est géniale parce qu'elle est là, elle n'a pas du tout envie d'être là. Je comprends pourquoi elle ressent ça et je vais la suivre, quoi. Parlons des acteurs. Toi, Céline, comment s'est passé justement le casting, ou en tout cas le repérage de ton acteur principal, donc Mathias Le Gouamont. Est-ce que tu le connaissais avant, pendant l'écriture, ou tu as vraiment trouvé un acteur qui correspondait exactement à ton personnage, et est-ce qu'il t'a aidé, son visage, sa voix, ce qu'il dégage à peut-être combler des choses dans ton scénario pour générer l'empathie? Ouais, c'est sûr que cet acteur qui n'existait pas encore au moment de l'écriture, c'était ma grande inquiétude parce que c'était le film entier a l'air posé sur lui. C'est quand même la figure du vampire, c'est
une figure qui est assez écrasante. Donc il fallait pas que ce soit ridicule, il fallait qu'on y croie. Je me suis rendu compte au fil, avant c'était un enfant quand j'ai écrit, puis il a grandi au fil des scénarios. Et donc il y avait cette notion vraiment à la fois d'étrangeté, mais aussi de danger. Il devait, à un moment, il fait peur à son père, à un moment, il s'attaque à sa mère. Enfin, il fallait qu'il devienne dangereux pour le spectateur aussi, parce que pour nous, c'était vraiment, quand tu parles justement de rendre le spectateur actif, qu'à un moment, le spectateur se demande mais jusqu'où il va être capable d'aller. Et à un moment, le regard des parents sur lui change aussi, d'ailleurs. Et parce que il se passe un truc avec la voisine, et tout à coup, il le voit un peu très fort, très content de lui. Et on a travaillé aussi sur le maquillage, sur la coupe de cheveux qui change. Enfin bref, plein de trucs qui font qu'il avait tout à coup une assurance et que ses parents commencent à le regarder différemment, et nous, spectateurs, on le regarde différemment. Et voilà. Et donc c'était à la fois, il devait porter beaucoup de choses, être à la fois aussi quelqu'un d'assez magnétique. Le vampire, c'est une figure éminemment sensuelle, très mystérieux, très doux, parce que c'est quelqu'un qui a appris à pas prendre de place, qui est très en décalage, qui se sent très différent du reste du monde, qui n'a pas sa place, et inquiétant à la fois. Et voilà. Et donc le casting a commencé. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui avait jamais... Il y a eu pas mal d'acteurs assez aguerris, mais lui avait tout ça, avait cette espèce de mystère, et notamment une colère enfouie, à la fois cette douceur qui le rendait terriblement touchant. Et c'est vrai que le casting est quand même peut-être la principale... Enfin, il y a l'écriture, il y a la mise en scène, mais le casting fait que un personnage va être touchant ou pas. Et voilà, il avait quelque chose de très touchant, mais il avait aussi une colère enfouie, il avait quelque chose de très à vif. Et voilà. Et donc ça a été à la fois une énorme prise de risque pour nous, mais qu'on n'a pas du tout À quel endroit ça a été une prise de risque pour Parce qu'il n'avait jamais rien fait. Enfin, non, c'était surtout pour mes producteurs. En fait, moi, j'ai l'impression que quand on réalise, il y a un moment... Enfin, moi, ça ne pouvait pas être un choix tiède. Ça devait être une espèce d'évidence absolue, mais c'est ça qui est très, très flippant, c'est que en fait, le casting peut durer et on peut juste se dire tiens, cet acteur est bon, mais c'est pas ça, quoi. Et donc moi, vraiment, tant qu'il, à partir du moment où il a été là, s'il disparaissait, il y avait plus de film. Pour moi, le film tombait entièrement. Enfin, je sais pas si. Et ta question, c'était quoi? Je vais t'en reposer une autre. Quel a été l'élément chez lui vraiment qui t'a convaincu? C'est sa voix, c'est son visage, sa manière de marcher, quelque chose qui justement connectait directement, mais d'une manière bien précise à ton personnage. C'est pas forcément rationnel. Mais... C'était drôle, c'est qu'il avait en fait la première demi-seconde. D'abord, c'était par vidéo parce qu'on était en pleine pandémie. Et je me suis dit, ah non, pas du tout la bonne voix, pas du tout le bon physique, c'est pas ça. Il avait une voix très masculine et je voulais quelqu'un de très androgyne. En fait, je voulais me décoller des canons de la virilité classique et d'avoir quelqu'un d'androgyne, d'assez à la fois fragile, mais donc effrayant et étrange. Et en fait, déjà, il avait une justesse de jeu incroyable. Il avait un magnétisme et un charme fou. Et il disait les mots, les répliques, exactement comme on les entendait en les écrivant. Ce qui n'est pas tout. Et là, lui, vraiment, en plus, c'était des répliques pas faciles parce que c'est quelqu'un qui est en décalage, donc qui parle de façon un peu étrange, un peu trop écrite, justement. Et donc, il y avait ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il avait un peu des dents tordues aussi, qui rappelaient un peu le vampire, donc une dentition un peu particulière. Enfin, tu vois, mais surtout cette colère, tout à coup, quelque chose de très animal. En fait, un mélange de quelque chose de noble et d'animal à la fois. Et ce côté animal. Et en fait, il avait cette vérité en lui. Et voilà. Et parfois, les films, c'est souvent des miracles. Et c'est vrai que ce mec, pour moi, a été vraiment un miracle pour ce film. Parce qu'il il pouvait aller chercher en lui tout ça. Il avait cette sensibilité, quoi. Merci. Et toi, Sylvain? Je pense dans l'intitulé de ce qui nous réunit ce soir, moi j'aime bien ce truc d'empathie. Anti-héros, il faudra qu'on en discute. Hein. C'est anti-héros, héros, qu'est-ce qu'un héros? Et est-ce qu'un anti-héros est une crapule? Est-ce qu'un anti-héros est un mec ou une nana de peu ou de rien? Voilà. Comme diraient ceux qui font des enquêtes, selon l'idée que tu t'en fais. C'est bien ce que je me disais. Et pour moi, l'empathie, il y a un truc qui est fondamental. L'empathie, alors, évidemment, il y a l'écriture, mais il y a surtout le casting et le choix du comédien ou de la comédienne principale. Il est fondamental à cet endroit-là parce que c'est lui qui va coller. Alors, il va coller à quoi? Je sais pas, à l'envie, au désir du spectateur, à l'attente. En tout cas, pour moi, les comédiens, ils arrivent évidemment.
jamais vierge. Et j'adore me dire que... Enfin, je sais que moi, quand je vais au cinéma, je vais souvent voir des acteurs et des actrices que j'ai vus, que j'ai aimés, et à qui je prête beaucoup. Voilà. Et évidemment, si on revient à Vendeur, il était évident qu'il fallait un comédien pour jouer ça, voilà, que le public aime tout de suite et dont le public accepterait que voilà, ce soit pas un mec bien, qu'il fasse des choses que la morale réprouve ou des choses qui nous agacent, et qu'il est non seulement qu'il l'accepte, mais qu'il soit capable de le suivre pendant 1h40 jusqu'au bout. Voilà. Et pour la petite histoire, là, au début, c'était absolument pas Gilbert qui devait faire le rôle, c'était Gérard Lanvin. Dont j'étais assuré que voilà, c'était une figure populaire, aimée, et qu'il endosserait le costume du vendeur et que tout le monde l'aimerait. Et puis pour des raisons financières, voilà, c'était un premier film, et puis bon, on balance, on s'en fout. Hein, voilà, il demandait beaucoup d'argent. Et voilà, et donc il est parti du tournage. Du tournage. Du tournage, pardon. Non. On a tous fait une crise cardiaque. Là. Non, il est parti très très tôt du tournage. C'est pour ça que je dis tournage. Il est parti il a 15 jours. Donc voilà, branle-bas de combat. Et il a fallu vraiment se remobiliser pour trouver un remplaçant, et un remplaçant qui ait cette même capacité encore une fois, à déclencher l'empathie. Et je suis arrivé à Gilbert parce que je savais que les gens l'aiment, voilà, et que c'est hyper important, et que ça m'aurait été, contrairement à toi, compliqué de me projeter sur une surface vierge. Voilà. Je pense que j'en aurais eu très peur. Ça fait très peur. Et toi, Laurent ? Alors, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai fait 6 courts-métrages et pas mal de stages de théâtre où j'intervenais en tant que réalisateur sur la direction d'acteurs. Et un jour, dans un des stages qui durait 4 semaines, il y avait Louise Bourgoin. Et donc j'ai connu Louise par ce biais-là, et elle avait déjà été Miss Météo sur Canal et tout ça, mais donc je connaissais que la partie solaire de son personnage, très drôle. Et dans ce stage, j'ai vu une gravité, j'ai vu une profondeur, j'ai vu plein de questionnements qui m'ont vraiment touché. Et je me suis dit, mais il faut montrer ça, il faut écrire pour elle. Et donc j'ai écrit le scénario avec François Decotz, mon co-scénariste, en pensant à elle, sans lui dire que c'était pour elle. Mais comme on avait noué un sentiment, une amitié, elle m'avait dit, voilà, je connais des producteurs, si je peux t'aider, c'est un premier film, fais-moi lire, quoi. Et donc je dis, ah ouais, c'est très sympa. Ouais. Et donc je lui fais lire, mais sans lui dire que j'ai écrit pour elle, parce que je voulais qu'elle lise le scénario sans avoir la pression de se projeter. Enfin, je voulais qu'elle se projette, mais pas qu'elle ne se sente pas obligée. Voilà. Un peu dans l'air quand même. Oui, c'était complètement dans l'air, mais je ne voulais pas qu'elle se sente prise en otage ou obligée. Donc je n'ai rien dit. Et évidemment, elle lit, elle me rappelle, elle me dit, j'ai adoré le scénario, et elle me dit, mais l'actrice qui va avoir le rôle, elle a vachement de chance et tout ça. Et donc là, je lui ai dit, je l'ai écrit pour toi. Et donc elle était évidemment partante. Et en fait, ce qui était intéressant dans ce choix de casting pour moi, c'est que je savais que si j'avais Louise Bourgoin, qui était donc une figure solaire, connue, qui allait me permettre aussi de financer le film, parce que c'est aussi ces questions-là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'acteurs de renom pour financer les films. Je savais que si j'avais Louise, je pouvais amener le personnage loin et aller assez loin dans l'âpreté, dans la dureté, parce que son côté solaire allait contrebalancer la noirceur du film. Je pense que si j'avais fait le film avec une inconnue, j'aurais beaucoup plus de mal à le financer. Donc c'était ce désir-là. Et puis il y avait le désir aussi de montrer une facette de Louise Bourgoin qui n'avait pas été encore révélée. Donc ça, il y a un truc un peu de réjouissant pour un metteur en scène de se dire, voilà, je vais montrer quelque chose qui n'a pas été montré ailleurs. Je crois que quand on travaille avec des acteurs connus, on essaie toujours de trouver quelque chose de singulier pour les mettre en valeur. Et par rapport à Jean-Hugues Anglade, en fait, ce qui a été vraiment une leçon, mais ça c'est un peu le hasard du calendrier du tournage, mais qui a été une vraie leçon par rapport à l'empathie, quand je réfléchissais à la question, c'est que bon, ceux qui n'ont pas vu le film,
Jean-Louis Anglade, il a un personnage assez détestable dans la première partie du film, parce qu'il est très dur, il est assez inhumain avec les animaux, il les maltraite, il les vend au poids, au kilo, il y a beaucoup de pertes, il y a quelque chose de très très dur. Il est assez dur avec le personnage de Louise Bourgoin. Et à la fin, il y a différentes péripéties qui font qu'il s'effondre. Il s'effondre réellement de manière très sincère, et on perçoit son attachement à sa nièce, à sa famille, et on voit l'humain qu'il y a derrière ce... Et comme vous savez, on tourne les scènes décor par décor. On ne tourne pas dans la continuité narrative du film. Et il se trouve que la scène où il s'écroule, où le personnage révèle toute son humanité, on l'a tournée la première semaine, le 4e ou 5e jour de tournage. Donc c'est très très difficile parce qu'on a peu de rapport avec l'acteur, on a peu d'expérience, et en même temps c'est une scène extrêmement importante qu'il ne faut pas rater. Et donc tout le monde est un peu fébrile, on met en place... Puis il y a Jean-Luc qui vient me voir avec le scénario et qui me dit il y a marqué, il éclate en sanglots la fin de la séquence. C'est pas obligé que ce soit des sanglots. Je dis non. Je désamorce, je sens qu'en fait c'est une angoisse de l'acteur qui dit il y a marqué sanglots, il faut absolument que j'éclate en sanglots. Donc je désamorce, je dis non, tu comprends le sens de la scène. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fissure et qu'on sente toute l'humanité du personnage. Bien, ouais, d'accord. Il part dans sa loge, 1 heure, on finit d'installer, tout ça. Il revient, je le sens, mais chargé émotionnellement, mais vraiment. Je lui demande s'il veut qu'on commence sur lui ou sur Anne Benoît, qui est sa partenaire. Il me demande de commencer sur Anne, donc on fait des plans sur Anne. Ensuite, on arrive sur lui. Et on a fait 4 prises, mais je crois que c'est la première qui est montée, où vraiment, littéralement, on sent qu'il y a toute son humanité qui déborde et il s'effondre. Il y avait un silence sur le plateau. Enfin, voilà, moi, j'étais en pleurs, je l'ai pris dans les bras. Il y a eu vraiment une espèce de connexion très forte. Et on s'est tout de suite dit, enfin, le week-end, on s'est appelé, je l'ai remercié de ce qu'il avait fait dans la semaine. Et on s'est dit, en fait, c'est une très grande chance d'avoir cette scène maintenant. Parce que maintenant qu'on sait que le personnage a cette humanité-là, et a cette profondeur, et s'effondre à ce point, alors on va pouvoir le rendre imbuvable et très très dur. Et en fait, ça nous a vachement servi parce que je pense que j'aurais eu peur qu'on n'aime pas mon personnage si ça avait été progressif. Alors que là, vraiment, il est très sec et très dur dans toute la première partie parce qu'on savait... Donc voilà, les hasards de calendrier, de tournage ont servi l'empathie. Et toi, Sylvain, c'était quoi un peu la nature de tes discussions avec Gilbert Melki ? De ce que tu peux révéler. Ouais, alors on est j'ai évidemment, on s'entend très bien, on se voit souvent, on a déjeuné il n'y a pas longtemps. Alors Gilbert, c'est un grand fan de cinéma, c'est un grand fan de cinéma américain. Il est extrêmement cinéphile. Il est extrêmement intuitif, comme beaucoup de comédiens, mais lui, il est particulièrement. C'est que ses fulgurances et ses intuitions sont bonnes, mais parfois il a du mal à, pas à les verbaliser ou à les exprimer, mais à faire qu'on comprenne exactement là où il veut aller. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a tout de suite pris le personnage, et lui, son point d'entrée, c'était le costume, voilà, et les lunettes. Et il m'a dit Silvano, parce qu'il m'appelait Silvano, il m'a dit Silvano, il me faut des lunettes. Voilà. Et c'est vraiment la première chose qu'il m'a dit. Il me les a montrées, il savait exactement quelles lunettes il voulait. Il voulait une bague, et puis il voulait des costumes, enfin des beaux costumes, mais il avait raison, parce que il m'a dit un truc que j'ai jamais oublié sur les chemises. Il m'a dit les chemises à col dur au cinéma. Parce que si vous prenez col mou, enfin dans la vie ça passe, mais si c'est à l'écran c'est dégueulasse. Donc il m'a dit voilà, chemise col dur, belle veste, belles lunettes, tout ça. Et j'ai compris que c'était son point d'entrée dans le personnage. Il a construit autour de ça.
Et sur le scénario, il avait des trucs, mais enfin, il a pas changé grand-chose. Et après, sur le tournage, comme évidemment, il avait beaucoup plus d'expérience que moi, et il savait très bien où est-ce qu'il pouvait emmener le personnage, où est-ce qu'il pouvait emmener le film avec lui, et qui voyait que moi, j'étais un petit peu crispé sur pas mal de trucs. Premier film, film d'auteur, il faut que ce soit triste, qu'on rigole pas, tout ça. Et assez rapidement, Gilbert, il m'a proposé sur pas mal de scènes. Alors, on faisait ce que je voulais qu'on fasse, et en même temps, il me proposait toujours une prise un peu rigolote. Voilà. Et assez rapidement, j'ai compris que voilà, ça allait être le modus operandi. Et en me disant, de toute façon, au montage, c'est moi qui décide, et puis voilà, tu vas voir. Et en fait, je me suis rendu compte au montage que bien souvent, ces propositions, que vraiment je trouvais un peu farfelues et pas du tout voilà, au niveau, en fait, c'était celles que je prenais parce qu'elles amenaient de la diversité et que ça faisait du bien. Et c'est là où je me suis dit que c'était un mec d'expérience, enfin c'était un comédien voilà, qui connaissait son travail, qui connaissait son outil, son corps, et qui savait ce qu'il pouvait donner et qui connaissait son spectre. Voilà. Toi, à l'écriture, tu n'avais pas du tout cet aspect finalement un peu plus léger du personnage, ou ça existait quand même un petit peu et il l'a amplifié? Non, très sincèrement, si j'avais tourné ce que j'avais écrit, on aurait eu un film un peu plombé quand même. C'était un peu et je me rappelle une fois, j'avais fait lire un producteur qui m'avait dit c'est bien écrit, mais il m'avait dit mais qui a envie de voir un vendeur de cuisine voilà, qui est malheureux et on s'en branle, voilà. Et c'est vrai que j'étais un peu dans cette espèce de culte du premier film, avec un truc très fort à dire et un point de vue sur le monde. Et oui, je pense que le film à l'écriture était très sérieux. Et c'est Gilbert qui fait un peu, voilà, qui fait rentrer de la diversité. Et par exemple, voilà, cette scène de l'oreiller, même si elle est un peu involontaire, où il fait des grimaces, tout ça, et c'est lui qui amène ça. Ça j'aurais été incapable de l'imaginer. Maintenant, je fais plus attention. J'essaye vraiment de me dire, est-ce qu'on n'est pas sur une seule note, voilà, est-ce que le spectateur, il va bien pouvoir passer d'une scène, on va dire, chargée émotionnellement, ou que sais-je, à un truc où tout d'un coup, alors je dis pas qu'il faut se poiler à tout prix, mais où tout d'un coup, voilà, on lui offre un parcours émotionnel où il est surpris. Et c'est pas toujours sur le même bouton qu'on appuie. Et toi, c'était quoi la nature de tes discussions avec ton protagoniste? C'était juste pour rebondir, moi j'ai aussi utilisé l'humour, mais avec la famille. Je me suis beaucoup servi de la famille pour créer de l'empathie. Et c'est par exemple, ça avait du sens aussi dans mon histoire, mais la petite sœur, elle zozote, elle est un petit peu ronde, elle zozote et elle dit plein de conneries. Et en fait, c'était un vrai moteur d'empathie, parce qu'il suffisait de mettre le frère et la sœur ensemble, de les faire jouer ensemble, et tout à coup, je crois que c'est comme ce film où on a un mafieux qui fait le lacet de son petit frère, ou je sais plus, c'est un film très connu, mais je me souviens que de l'anecdote, donc je suis désolée. Mais bon, imaginez un mafieux qui tout à coup lasse la chaussure d'un gamin, et ça le rend tout de suite un peu attachant, quoi. Et voilà, donc moi je me suis beaucoup servie de cette famille, je me suis rendu compte aussi que la mauvaise foi, quand c'est nos personnages, ça peut être très très attachant, parce qu'en fait on est vraiment avec cette famille, ses petits défauts. C'est un truc qu'on voit aussi beaucoup dans Parasite, par exemple, de Bong Joon-ho. Enfin voilà. Et après, avec Mathias, pour nous, ça a été aussi une question de. Enfin, la direction d'acteur, c'est aussi d'abord de la confiance. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris avec ce premier film. C'était d'abord de se créer aussi un monde commun, un langage commun, d'avoir des références communes, et qu'il ait très très confiance en moi et que j'ai très confiance en lui. Parce qu'il y avait des choses tellement dures à jouer. Il pleure un tas de fois, il se fait humilier, il a une scène presque de sexe. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses à affronter pour lui, en plus en un temps record, parce que comme c'est un premier film, très peu de temps de tournage, il fallait être très rapide, etc. Donc très bon tout de suite. Et voilà, et nous on a surtout échangé. Enfin, par exemple, j'ai pu lui donner des références par exemple de films de personnages. C'est-à-dire, mais rien à voir, sexe, mensonge et vidéotapes. Et j'aimais bien ce que dégageait ce comédien, qui est à la fois très doux et qui a une étrangeté, et quelque chose d'un petit peu repoussant, un peu flippant, et en même temps très attirant. Enfin, et j'aimais bien ça. Et voilà, je lui ai dit de regarder ce film pour qu'il puisse s'en inspirer. Je lui ai fait lire un bouquin, mais plus sur l'animalité. Enfin, des choses comme ça qui vont juste nourrir un imaginaire commun, qui est Croire aux fauves de Nastacha Martin. Donc voilà, quelque chose de très différent du film.
Et je parle de ça parce que finalement la scène d'humiliation, c'est une scène qui est très importante à la fois dans l'histoire narrativement, mais aussi pour construire cette empathie, pour qu'on comprenne. Moi j'ai l'impression aussi que pour qu'on soit attaché au personnage, il faut qu'on comprenne ses raisons, qu'on soit dans ses émotions. Son émotion à lui, c'est la quête d'amour, il est rejeté et donc c'est sa colère. Et la colère, il est poussé à bout par la société. En fait, c'est un jeune homme qui rêve de devenir un homme, mais que la société pousse à devenir un vampire. Et voilà, donc si on comprend sa colère, on peut presque tout lui excuser. Il y a un truc comme ça. Et voilà, et notamment la scène de l'humiliation, mais là c'est plus de la direction d'acteur, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que la lisière entre fiction et réalité est extrêmement fine, quand bien même on est sur un plateau de tournage, quand bien même on est en train de jouer, et qu'en fait l'humiliation, il la subissait vraiment, Mathias. Et que les pop-corn, il se les prenait dans la tête, et qu'ensuite il entendait les autres comédiens en off rigoler entre eux parce qu'il y avait une bonne ambiance, mais que lui devait rester cloué sur son siège de cinéma parce qu'on devait l'épouster, etc. Et en fait, plus ça allait et plus il avait cette tension qui montait. Et c'est là où il fallait qu'il y ait une grande confiance entre nous aussi, que moi j'arrive à absorber aussi cette énergie-là ou à tenir tête, parce que tout à coup lui-même a une grande colère, mais y compris vis-à-vis de moi. Et moi, je lui disais plus de colère, on voit pas assez ta colère, etc. Et au bout d'un moment, il craque et en fait, ça donne ces pleurs que vous voyez, mais qu'il maîtrise aussi parce qu'il sait qu'il est filmé. Et ensuite, on a discuté, on en a parlé, on a débriefé. Enfin, il y a tout ce travail. Et là, je parle plus de direction d'acteur, mais je pense que c'est important. C'est de confiance, d'accompagnement pour produire des scènes comme ça, qui, en fait, j'ai trouvé être les plus difficiles à filmer. Il y en a une à la fin qui est aussi assez costaud, où c'était enfin voilà, je trouve qu'à ce moment-là, notre travail en tant que réalisateur, ça occupe vraiment presque toute la place, quoi. Ce truc de confiance, d'accompagnement. Sur la question justement de cet anti-héros, et on est finalement sur des questions de perception de la morale, et finalement la morale, elle est propre à chacun. Et est-ce que il y avait une différence entre ce que vous perceviez de vos personnages une fois votre film terminé, avec, par exemple, la perception que le public ou que vos partenaires ont pu avoir justement de vos personnages? Oui, non, sans opinion. Non, moi, je peux juste les non, et d'ailleurs, les gens pleurent à la fin, donc a priori, le pari a été remporté. On est resté sur le monstre innocent jusqu'au bout, mais non. Une différence, non, je dirais que la porte d'entrée, c'est toujours, j'ai l'impression, la vulnérabilité. C'est-à-dire que si on a bien ancré un rapport d'identification avec le personnage et que voilà, le spectateur a été touché, qu'il a envie de la suivre n'importe où, j'ai l'impression que c'est ça qui est très très important, c'est d'ancrer ce rapport d'identification et d'amour, et qui fait que même si le personnage va avoir des actes immoraux, on va le suivre parce qu'on va comprendre les raisons pour lesquelles elle est dans cette situation, parce qu'on a vécu les différentes étapes qui ont fait qu'on a eu le sentiment qu'elle n'avait pas d'autre choix. Et donc même si, parce que dans le film, elle se met à être plus forte que son oncle, qui est donc un gros trafiquant, et elle commence à le doubler, à lui piquer du fric, et elle est plus forte que lui, et dans un engrenage où elle dépasse le maître, quoi. Et donc la question de la morale, j'ai l'impression que elle est traversée, mais après, comme tout s'arrête, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, elle va très très loin, et il y a une sorte de rédemption. C'est ça aussi, c'est à ça que servent les anti-héros. Je trouve que à la fois ils sont comme nous parce qu'ils sont pleins de défauts. Ensuite, ils ont un autre avantage, c'est que comme ils réagissent pas comme la norme, ils ont un parcours qui est peu prévisible, donc il peut y avoir plein de surprises. La quatrième chose intéressante, je trouve, c'est qu'ils nous permettent de questionner la morale de la société, c'est-à-dire qu'en mettant en place des choses immorales,
Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est trouver une place dans la société, hein, c'est faire partie du monde. Et en fait, chacun de nous a envie d'en être, a envie de faire partie du monde. Donc c'est une question, enfin, on s'identifie totalement à cette question-là. Et donc après, c'est les moyens. Hein, c'est aussi à voir avec les objectifs du personnage, j'ai l'impression. Ouais. Conscient ou inconscient. Ouais. J'ai l'impression que ça. Enfin, pardon, je te coupe. Je reviendrai après. Non, mais vas-y si tu veux. Non, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a cette question de la morale, mais il y a aussi la question des objectifs du personnage. Et que c'est une subtile balance entre les deux. C'est-à-dire que si la personne fait quelque chose d'immoral et qu'en plus ses objectifs ils sont pourris, c'est chaud de le suivre. Enfin, il y a tous les cas de figure, hein, et que une certaine noblesse d'objectif ou la capacité pour le public ou le spectateur de s'identifier à cet objectif, de le comprendre, voire même de le ressentir, tout d'un coup peut te permettre d'aller vachement loin dans l'immoralité. Parce que le dernier avantage de l'anti-héros, c'est effectivement la chute ou la rédemption. Et donc là, voilà, on retombe sur nos pieds. C'est-à-dire soit on condamne, on donne un peu le sens du film, mais un personnage qui va très très loin avec un objectif négatif et des actes immoraux sera puni. Voilà. Oui, moi, j'allais dire aussi le tourment. Enfin, ce qui aide beaucoup, c'est que souvent on peut se retrouver avec des personnages qui peut-être foncent, gagnent en puissance pour ceux qui sont comme ça dans une quête d'objectifs et qui y arrivent, mais qui, au bout d'un moment, se rendent compte qu'ils ont eu tort et qui vont être rattrapés par leur faute, d'où la rédemption. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un personnage tourmenté, qu'un personnage qui justement est tellement humain qu'il a fait des erreurs, qu'il n'est pas parfait, et qui ensuite se rend compte de son erreur et tout à coup est complètement perdu. Enfin voilà. Et justement, j'en parlais, j'ai revu Le Dernier Roi d'Écosse récemment, qui est quand même un jeune mec qui se retrouve, qui accepte d'être le médecin d'un dictateur, du dictateur ougandais, et très très longtemps dans le film, il voit rien. C'est-à-dire qu'il a du sang sur les mains, le dictateur est en train de commettre des centaines de milliers de morts, mais ce jeune, c'est un petit coq, un Écossais qui débarque, qui sort juste de ses études, qui accepte d'être un médecin, qui profite comme ça des privilèges, etc. Et très très loin, il continue dans cette espèce de déni et de suffisance, en fait, d'orgueil, de péché d'orgueil, jusqu'au moment où ça va se retourner contre lui. Et c'est ces moments-là où les personnages deviennent les plus touchants, les plus humains, et où nous, on arrive à avoir de l'empathie vis-à-vis de ces anti-héros. Voilà. Et c'est vrai que là, juste, pareil, dans l'extrait qu'on a montré de mon film, juste après... merde, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Je suis un peu fatiguée, donc je perds mes... la mort du chien, il se gratte. Bon, voilà, bref, je retrouverai, c'est pas grave. J'ai envie de creuser un petit peu avec vous, vu que vous êtes pris en otage avec moi, là. C'est juste, il voulait dire... Non, c'est juste que juste après, j'ai dû couper l'extrait, mais il dit, j'ai peur, il regarde sa mère, il dit, j'ai peur, qu'est-ce qui m'arrive ? Et il y a ce côté complètement perdu et désespéré. Et voilà, et c'était très important pour moi qu'à un moment, il vient de commettre ce qu'il a commis, mais il y a cette terreur de... c'est quoi cette force maléfique en moi, cette part sombre ? Voilà. Je te laisse. Il y a un côté cathartique, en fait, aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment que le cinéma m'a aidé à vivre et m'aide à vivre. C'est-à-dire que j'ai regardé beaucoup de films pour essayer de mieux comprendre l'être humain que j'étais et d'avoir accès à d'autres vies que la mienne, comme dit Emmanuel Carrère. Enfin, ça, je trouve que c'est un outil mais extraordinaire de comment on rentre dans une salle de cinéma, la lumière s'éteint et tout d'un coup, on se projette dans quelqu'un qu'on n'est pas, et comment on s'identifie, comment le film nous renvoie à notre questionnement intérieur, et comment tout d'un coup ça dialogue, et comment les films nous enrichissent. Moi, j'ai un souvenir physique d'un film qui m'a profondément marqué ces dernières années, c'est Oslo 31 août de Joachim Trier. Je suis sorti de la salle, j'avais perdu un ami. Et je le ressens physiquement. Je me dis, mais c'est dingue ce pouvoir. Du coup, c'est pas anodin non plus de choisir finalement comme protagoniste un personnage
ambiguë, avec une morale ambiguë. J'ai envie de savoir, notamment toi, Laurent, à quel endroit justement ton personnage questionne, toi, tes propres contradictions. Non, mais j'ai fait 2 films dont les personnages principaux sont des femmes. Donc, premier personnage, Louise Bourgoin, Je suis un soldat. Deuxième film à propos de John, Isabelle Huppert. Et les 2 films sont extrêmement intimes. Je ne vais pas vous dire comment, pourquoi. Pourquoi? Mais comment? Mais les 2 sont très, très profondément. Alors, pour Je suis un soldat, par exemple, on le comprend en faisant aussi, mais j'ai compris que j'avais accepté d'être vivant et de faire partie du monde, ou que j'avais eu la sensation de faire partie du monde à partir du moment où j'étais passé très très près de la mort et où j'avais poussé les curseurs dans une zone de risque telle que j'avais plus d'autre choix que d'être vivant et que j'avais besoin de frôler la mort pour me prouver que j'étais vivant. Et en fait, c'est ce que raconte le film. Elle ne se sent pas reconnue. Quand elle arrive dans sa famille, on lui dit tu vas faire ci, tu vas faire là, tu vas dormir dans le canapé, puis tu vas aller travailler sur ton oncle. Elle ne sait pas dire je. Elle n'arrive pas à être autonome et à trouver sa place dans le monde. Et donc ballottée comme ça par le désir des autres, elle va se fondre dans le désir des autres au point d'en mourir, puisque il y a une scène où elle frôle vraiment la mort, où elle se retrouve à l'hôpital et où on ne sait pas. Et ce point de bascule fait que tout d'un coup, elle va tout arrêter. Ça va avoir conséquence d'arrêter le trafic de l'oncle, qui va être arrêté par les flics, qui va tout. Donc il y a un truc moral et qui fait qu'elle va, elle, dire je et partir et faire sa vie. Donc voilà. Merci. Est-ce que la question, Steve, c'est quoi? C'est est-ce que à quel endroit le parcours de ton personnage, finalement, en plus c'est un premier long, du coup résonne avec toi aussi le tien et finalement tes propres contradictions, parce que le personnage. D'accord. Okay. Non, il n'y a pas de contradiction entre. En tout cas, je ne l'ai pas du tout abordé comme ça. Le point de départ est beaucoup plus basique que ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été fasciné par les vendeurs de cuisine. Non, mais j'ai toujours été. En fait, un jour, j'ai vu un reportage. C'est très basique comme point de départ, mais il est réel. Et un jour, j'ai vu un reportage. C'était sur M6, je sais pas, les 60 minutes express, je sais pas quoi, sur les meilleurs vendeurs de cuisine. Et il suivait un mec, et ce type m'a fasciné parce que il y avait, je pense, tout ce qui me fait peur, en fait. C'est-à-dire un travail. Tout ce qui me fait peur, tout ce qui est complexe en même temps, qui est aussi attirant que qui peut faire peur. C'est un travail extrêmement intense qui fait que on est seul sur la route, on gagne beaucoup d'argent, mais pour le dépenser avec quoi, avec qui, ça on ne sait pas. Et en même temps, la vie qui file, la santé qui s'abîme. Et c'est vrai que c'est un cocktail qui, moi, je suis très attiré par ça, mais en tout cas, je trouve ça assez fascinant. Et je dis pas que dans une autre vie, j'aurais pu être vendeur comme ça, mais c'est vrai que le fait d'être sur les routes, j'aime bien les tournées. Quand vous faites un film, vous êtes sur les tournées, j'adore ça, être sur les routes, prendre le train, être à l'hôtel tout seul. Tu viens de penser à une séquence de ton film là. Ouais, non. Et je pense que j'étais attiré par ce personnage. Voilà. Après, il fait pas non plus des choses extrêmement répréhensibles et on va dire son caractère ambigu se borne à vendre des cuisines à 20 000 balles à des mecs qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc c'est pas non plus c'est pas le diable. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus cette espèce de trajectoire un peu tragique et en même temps assez peu spectaculaire qui m'a fasciné. En gros, en quoi le film T'as très bien compris ma question. Non, mais moi, c'est plus... c'est plutôt un beau personnage, parce que c'était un personnage qu'incarnait mon frère. Et
finalement, c'est plus tous les autres personnages qui ont des contradictions ou des défauts dans lesquels je pouvais me retrouver. Moi, c'est un film assez personnel qui vient d'un drame où mon frère est né avec une différence, a beaucoup subi la persécution et le rejet des autres. Et ça a fini très mal. Et donc, ça m'a rempli d'un grand sentiment de colère, d'impuissance, de tristesse, mais aussi de colère vis-à-vis de la société. Et donc, j'avais un gros besoin de revanche et de dénoncer cette société qui condamne, qui fait pas de place aux gens avec un handicap ou en dépression. Voilà. Et c'est intéressant comme l'écriture a permis de... mes questions... En fait, toutes les questions qui se posent à l'écriture sont les questions que je me posais dans mon existence. Et pourquoi il est mort, et pourquoi et qui est responsable. Et pour moi, c'est la société qui était responsable. Et finalement, le récit était bien plus complexe que ça et m'a poussée à comprendre que c'était pas que la société, mais que c'était aussi cette famille qui l'étouffait et que c'était peut-être aussi cette attirance qu'il avait pour la nuit, pour la mort, donc c'est plus là que mes contradictions ont surgi dans l'écriture. Et après, mais c'était quand même un moyen de révéler, c'est ce qu'on disait finalement avec ces anti-héros. J'ai l'impression qu'on parle tous d'intégration finalement et de gens qui se démènent pour trouver leur place dans un monde absurde. Et finalement, c'est ce monde qui tourne pas rond. Et voilà. Et donc c'était un vrai. J'aurais voulu même aller encore plus loin, mais je pense que je continuerai avec les prochains films, et de questionner. Enfin voilà, la menace en tout cas dans mon film était vraiment du côté, le danger était du côté de cette banlieue normative, du côté des autres. Et j'ai inversé, c'est plus... Donc voilà, on n'a pas peur du vampire, on a peur des voisins. Et on a peur de ces gens qui sont si bien sous tout rapport, qui sourient, qui ont des jardins parfaits et bien tondus. Et, voilà. Et comment la sauvagerie se révèle sous la surface de la vie quotidienne. C'était plus ça. Merci. Tout à l'heure, Sylvain, tu as parlé de la question du financement. Donc, forcément, quand on écrit un personnage où on sait que nos scénarios vont passer par diverses commissions, et quand finalement le personnage commence très rapidement à questionner aussi dès l'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le biais humain de l'acteur qui nous permet finalement d'incarner et de rendre finalement tout très fluide, parce que c'est le lion de toutes ces années de travail et d'écriture qui s'incarne. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu votre rapport à l'écriture et aussi aux questions de financement lorsque vous avez commencé justement avec vos partenaires, notamment producteurs, à aller aux différents guichets? Tu peux commencer, toi, Laurent? Sur Je suis un soldat. Oui. Moi, j'ai fait 6 courts-métrages et j'ai mis 15 ans à faire 6 courts-métrages en travaillant dans un resto à côté, puis en travaillant en tant qu'assistant dans la danse, plein de boulot. Et donc, j'ai mis 15 ans à faire ces 6 courts-métrages. Et puis, tout d'un coup, je fais ce stage avec Louise. J'écris ce scénario en moins d'1 an. Je trouve un producteur qui est Dominique Besnéard à l'époque, et je tourne le film 1 an après. Donc c'est allé extrêmement vite. On a eu l'avance sur recette du premier coup, et tout s'est enchaîné très très vite. Donc pour ce film-là, du fait du casting, je pense quand même, c'est-à-dire l'association film âpre dans un trafic de chiens qui n'avait jamais été mis en scène. Il y avait un côté thriller social qui pouvait être assez séduisant avec la figure de Louise. Donc le financement a été très rapide. Voilà, ça a été beaucoup plus compliqué sur le 2e long métrage, où là le film se passe sur 5 époques, 3 pays, et où j'avais besoin de 5 millions d'euros, et j'en ai trouvé 3,5. Donc je suis passé de 41 jours de tournage à 29 jours, pour être très concret, ce qui est très très peu. Après, c'est des discussions avec la production, de savoir où est-ce qu'on met l'argent artistiquement. Donc voilà, ça induit des coupes de scène, des coupes dans le scénario.
Est-ce que l'âpreté a été questionnée? L'âpreté de ton film, est-ce qu'elle a été questionnée justement lors de ton financement? Pour le premier, non. Okay. Pour le deuxième, on m'a demandé de modifier la fin pour que la fin soit plus solaire. Et moi, j'avais écrit une fin beaucoup plus sombre qui me paraissait très logique en termes de dramaturgie. Donc ça a été un processus compliqué de faire de ça. Et puis, en fait, quand on est réalisateur, on fait quand même tout le temps face à des contraintes. Tout le temps. Parce qu'on perd un acteur un mois avant le tournage, parce qu'on passe de 41 jours à 29, parce qu'on ne va pas tourner dans tel pays mais dans tel autre, parce que la météo, parce que l'humeur d'un comédien, parce que soi-même, enfin bon, bref. Parce que le Covid. Donc on s'adapte sans arrêt. Et donc, c'est un peu une mécanique, une logique dans laquelle il faut accepter d'être, de toujours re-questionner et de ne pas rejeter a priori. Donc, je me dis, OK, essayons, et si je trouve mieux, voilà, allons-y, quoi. Et donc, avec mon co-scénariste, on a cherché et on a écrit une fin lumineuse que j'adore et qui, aujourd'hui, me paraît beaucoup plus juste pour la trajectoire du personnage. Donc, voilà, en fait, il faut faire confiance aussi. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai perdu l'acteur qui devait jouer le rôle de Jean-Hugues Anglade. C'était Gérard Lanvin? Non. non, puis c'est un acteur en fait qui m'avait dit oui sur un coup de cœur comme ça, qui était Olivier Gourmet. Et puis, je pense qu'il se disait que j'allais peut-être pas trouver l'argent pour faire le film et que c'était un oui qui l'engageait pas trop. Et puis en fait, 1 an et demi après, on est revenu le voir en lui disant c'est bon, on a l'argent, etc. Et tout d'un coup, il m'a dit mais en fait, je relis et j'ai le sentiment d'avoir déjà joué ce rôle. Et en fait, il avait entièrement raison. C'est-à-dire qu'il avait déjà joué ce rôle. Donc ça n'avait aucun intérêt de le proposer à lui. Et donc là, on a cherché. Et en fait, heureusement qu'on a eu Jean-Hugues Anglade parce que Jean-Hugues amène quelque chose de l'ordre de la séduction. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, mais quand je faisais des débats sur le film, c'est toujours des spectatrices et jamais des spectateurs qui me parlaient de l'ambiguïté sexuelle qu'il y a entre Jean-Hugues Anglade et Louise Bourgoin dans le film. Et je pense qu'elle n'est jamais écrite, qu'elle n'est jamais thématisée dans le film, mais que je l'ai mise en scène. Consciemment ? Oui. Mais je pensais que ça ne se verrait pas trop. Et en fait, les spectatrices notamment l'ont vu. Et donc voilà, pour répondre à la question, sur la noirceur, le premier film, il n'y a pas eu de souci. Sur le deuxième, un peu, mais finalement pour le mieux. Toi, tu as abordé tout à l'heure un petit peu le sujet, Sylvain. Tu peux un petit peu développer ? Sur l'écriture. Sur l'écriture, ouais. Et le fait justement que ton personnage faisait, enfin, on voyait un petit peu faire tout ce qu'il fait dans le film, c'est-à-dire son train de vie, sa solitude. Alors, ce qui est drôle, ou en tout cas notable, c'est que dans ce premier, c'est-à-dire Vendeur, comme dans le deuxième de fiction de Grande Espérance, comme dans le troisième, à chaque fois, j'ai été confronté à cette problématique de l'empathie. C'est-à-dire que je me rends compte que mon premier jet d'écriture va plutôt naturellement vers des personnages peu ou difficilement aimables. Et qu'ensuite, tout le travail de l'écriture, est-ce qu'ils sont peu ou pas aimables, ou est-ce qu'ils sont dans des situations ou dans des trajectoires complexes et dans lesquelles ils ne sont pas sous leur meilleur jour, ou en tout cas des situations et des trajectoires qui les forcent à faire des choses un petit peu compliquées. Et que tout le travail de l'écriture, après, c'est non pas de gommer ce caractère pas aimable ou complexe ou ambigu, mais de trouver des contrepoints, des contrebalances pour que, comme on disait tout à l'heure, on l'aime et on a envie de le suivre jusqu'au bout. Et ça prend du temps. Voilà. Et c'est vrai que Vendeur, c'est... Alors, 1 an d'écriture pour toi, j'hallucine, c'est super. Moi, j'aimais Vendeur, c'est 6 ans et demi. Le deuxième, 5 ans. Donc. Ouais. Ça, c'est normal, ça, c'est mieux. Ça. Après, tu t'étais pas simplifié les choses avec le deuxième. Avec tes combien de pays t'avais plein de pays et plein de... Oui, après, c'est ouais, le désir que le film parle plusieurs langues, d'aller ailleurs, d'essayer de m'obliger à aller ailleurs, et voilà, qui a donné une histoire assez complexe.
Ah non, mais c'est en termes de... Moi, je trouve ça super, mais c'est très ambitieux. C'est que ça veut dire que ça va multiplier les décors, les pays où... Ah, il y a des sources de financement, mais c'est compliqué la tâche quand même. Enfin... On va se voir tout à l'heure. Tu as eu d'autres... Tu as eu d'autres problèmes, c'était aussi en pleine pandémie. Oui, il faut oui. préciser, en pleine pandémie. C'est vrai que ça a posé beaucoup de problématiques de financement et en même temps, on a trouvé de l'argent grâce au fait que le film était international. Parce que le film est une coproduction avec l'Irlande, avec l'Allemagne, et que ça nous a permis, comme c'était une coproduction avec 3 pays européens, d'avoir le fonds Eurimage qui a remplacé l'avance sur recette. Enfin, donc voilà, ça s'équilibre. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est un truc qu'on peut te renvoyer, quoi. On peut te dire, t'es trop ambitieux, t'as plein d'époques, plein de pays, simplifie, quoi. J'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain. Tu parlais de... lors de tes premiers jets, tes personnages étaient assez peu aimables. Est-ce que toi, quand tu les écris, t'en as conscience ou c'est vraiment les retours qu'on te fait qui te fait prendre du recul justement sur la perception qu'on a de tes personnages? Non, je crois que j'en ai pas conscience et ça vient, je pense, d'une écriture qui est naturellement assez sèche en fait. C'est vrai que j'ai du mal à écrire des didascalies et à entrer dans l'émotion et c'est vrai que très naturellement, je vais décrire et écrire des personnages, on va dire, de manière très... alors mécanique, ce ne serait pas me faire honneur, hein, mais ouais, un petit peu efficace. Et bien souvent, j'ai eu le retour, soit en commission, soit des retours du producteur, hein, de sécheresse. Et que cette sécheresse d'écriture, évidemment, n'aidait pas du tout à aimer, avoir envie d'accompagner les personnages. Donc j'essaye de travailler ça, mais je sens bien que voilà, j'ai une limite, d'où la collaboration, par exemple, avec quelqu'un que vous allez prendre parce que... justement, il vous amène ça, cette espèce de plume un petit peu plus déliée qui fait que votre personnage va s'incarner dans l'émotion et voilà, va avoir des trajectoires un petit peu plus empathiques, on va dire. Je sais pas, j'ai un exemple sur le dernier film. Il y a une scène d'amour qui est extrêmement importante, qui vient au début du film, et qui est importante, qui est capitale. Et c'est vrai que moi, je l'ai écrit de manière extrêmement sèche et pas du tout... et je sentais bien que j'étais incapable de... Enfin, voilà, c'était pas... il la pénètre, elle jouit, il s'endorme, mais on n'était pas loin quand même. J'exagère, voilà. Et je me suis fait aider, et voilà, et il y a quelqu'un qui m'a écrit une magnifique scène d'amour, qui était pour le coup beaucoup trop longue, mais qui m'a donné une matière voilà, super, et qui fait qu'on a pu la tourner. Donc voilà, je travaille. Et pour continuer là-dessus, est-ce que parfois ça t'arrive justement de toi d'avoir vraiment l'impression que ton personnage... d'avoir de l'empathie pour ton personnage, mais que le système de valeurs de la personne qui le lit n'est pas au même endroit et du coup, vous ne parlez pas de la même chose? Ah oui, oui. Ce qui est très problématique en financement. Pour ça que et c'est vrai que, alors, sur Vendeur, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur De Grandes Espérances, ça a été très compliqué de monter le film parce que le personnage principal a été très longtemps et très souvent vu comme une arriviste, une manipulatrice, alors que moi je défendais bec et ongles que c'était quelqu'un d'une sincérité totale et qui voulait voilà, sincèrement faire ce qu'elle dit qu'elle fera au début du film, c'est-à-dire changer le monde et utiliser tous les moyens à sa disposition pour le faire, mais à la base il y a une vraie vibration, une vraie générosité. Et ça, c'est vrai que je me suis pris des retours très durs de lecteurs ou lectrices, par ailleurs très intelligents, hein, mais voilà, qui m'opposaient. Enfin, j'ai entendu des trucs, c'est une salope, on n'a pas envie de la suivre, c'est dégueulasse, la vision de la politique, tout ça. Donc il faut entendre ça et pas forcément le jeter à la poubelle non plus, essayer de comprendre dans le scénario qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un lecteur intelligent est capable de ressentir ça. C'est comme des gens qui font leur travail, donc peut-être qu'ils l'ont mal exprimé ou peut-être qu'ils l'ont surexprimé, mais il y a un truc, et en fait on trouve.
c'est ce que tu disais tout à l'heure. À force de voilà, tu dis mais c'est comme au montage. Il y a des gens qui viennent et qui ont des ressentis très forts avec des solutions pourries, mais les ressentis sont toujours justes. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de le sourcer et de le résoudre. Et sur le système Victoria, même chose. C'est vrai que j'ai le personnage titre qui est extrêmement fort, extrêmement ambigu et qui a été extrêmement problématique en financement au point on a galéré quoi. Mais dans les deux cas, pas dans les trois avec Vendeur, dans les deux cas, et ça je le savais. Mais voilà, quand c'est votre deuxième et votre troisième, vous n'avez pas le même poids que quand vous en avez fait 10 au compteur, vous avez 60 balais. Moi, je savais que beaucoup des problèmes d'empathie ou de rejet soulevés par les personnages se résoudraient avec le casting. Je le savais. Je sais que le choix d'un comédien ou d'une comédienne peut changer tout au tout la perception du spectateur. Et je ne vais pas dire que j'avais raison, mais je sais que j'ai raison. Voilà. Après, il faut être suffisamment fort, il faut être en situation 2 pour pouvoir imposer ça, pouvoir imposer cette dureté d'écriture, ou en tout cas ces personnages, en disant vous inquiétez pas, vous allez l'aimer. Et du coup, est-ce que dans ta version, est-ce que c'est la même version que tu envoies au... Bon, j'arrête. Alors c'est chaud d'envoyer. Si tu commences à envoyer. Ouais. Non, non. Moi, des fois, j'ai eu des retours très durs d'avance sur Recette, par exemple sur le dernier film. Un retour vraiment très dur, où ça vous casse le moral pendant 3 jours. Tu te dis, putain, on va y arriver. Quoi faire et puis, à un moment donné, et à chaque fois, ça s'est produit, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Ils sont pas là pour me détruire. Ils sont... Pourquoi il dit ça ? À un moment donné, tu comprends et tu essaies de résoudre. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que la solution est géniale, mais si tu arrives, il faut toujours arriver à comprendre pourquoi cette personne a ressenti ça à ce moment-là. Et parfois, en fait, la note d'intention est un bon moyen aussi d'éclairer ta vision, parce que tu peux devancer les critiques quand tu en as eu plusieurs, etc. Et dire, en fait, j'ai conscience que cette problématique-là, et je vais y répondre comme ci, comme ça, ce qui permet aussi de désamorcer les critiques. Je vais vous poser il y a aussi juste un petit truc, une petite règle d'écriture qu'en tout cas moi j'ai entendu quand j'écrivais, c'est quand on a 3 avis, au bout de... il faut effectivement s'écouter, il faut sentir si c'est juste ou pas, si ça fait écho en nous quand il y a des critiques négatives. Mais s'il y a 3 avis qui disent la même chose, à un moment, il faut commencer à écouter. 3, c'est pas mal. Voilà. Je vais vous poser une dernière... 4, on arrête. 4, on arrête tout. Je vais vous poser une dernière question avant de vous laisser la parole. Est-ce que dans l'écriture de vos personnages, je vais te poser la question à toi, Céline, est-ce que ton personnage, tu t'es imposé une limite morale que lui ne peut pas dépasser. En tout cas, un endroit où vous vous êtes posé la question avec ton co-auteur, s'il fait ça, on ne le sauvera pas, en fait. En fait, je crois que c'était mon obsession, et je crois que mon erreur, c'était que justement, je mettais trop de limites. Et que ce que j'ai appris aussi en écriture, c'est qu'il faut être radical et qu'il faut essayer toujours d'aller même au-delà de ce qui nous fait peur. Et je pense vraiment d'aller plus loin. Et de ne pas avoir peur, quitte à ensuite adoucir. Et moi, je sais que justement, j'avais tellement peur qu'on ne l'aime pas. Je me rends compte que c'est la même chose avec je suis en train d'écrire un nouveau film et j'ai à nouveau cette peur que mon personnage principal soit... Elle essaye d'être trop gentille et elle est hyper énervante. Et je me dis, mais elle est insupportable. Et je l'ai vu incarné par des comédiens... Et tout à coup, non, en fait, tout va bien. Effectivement, dès que c'est incarné, on se rend compte qu'en fait, non, ça va. Donc, peut-être ce que je projette... Mais voilà, moi, j'avais plus cette peur que justement de perdre mon message en plus. C'était quand même, je racontais quelqu'un qui est en fait une métaphore du handicap ou de la différence. Si ça devenait un prédateur ou un serial killer ou un vrai monstre, je perdais tout. Je perdais vraiment le sens de mon film. Et donc, je pense que ça m'a rendue peut-être un peu trop timide pendant un certain temps. Ou parfois, avec William Martin, mon co-scénariste, on est parti dans un truc où justement, de toute façon, très vite, tu sais que ça va trop loin. C'est-à-dire, il s'est mis à désirer tuer une voisine et ça en a fait un violeur, un prédateur sexuel. Et voilà, c'était foutu. Après, on n'arrivait plus à
à rattraper le truc en fait. Enfin, donc voilà, et tu te rends vite compte que t'es piégé. Mais en tout cas, notamment, j'avais plus tard, après cet extrait-là, il est très en colère. Encore une fois, cette colère parce que le rejet, parce que son incapacité à vivre ou à se faire accepter. Et il va s'en prendre à sa mère et il va essayer de lui mordre le bras. Et ça, moi, c'était pendant plusieurs années, j'ai pas été capable d'aller là parce qu'il y avait quand même un rapport très fusionnel à la mère, qu'il avait quand même en plus toujours nourri par le biais d'un genre de cordon ombilical, mais qui était en fait une transfusion. Et là, tout à coup, il s'attaque carrément à elle, il s'en prend physiquement à elle. Il y a presque quelque chose de... je suis pas allée jusqu'à l'inceste, mais voilà. Et donc voilà, moi, ça a été plutôt ça ma leçon, c'est pas avoir peur d'aller... On va jamais assez loin. Et si à un moment on va trop loin, on saura... mais je pense que le risque, c'est d'être tiède, justement. Toi, Sylvain ? Je sais pas, je dirais la méchanceté. Enfin, j'ai l'impression que les personnages, ils peuvent tout faire, mais dès que ça devient alors c'est très méchant ou gratuit ou quelque chose, parce que c'est pas l'immoralité, la complexité, je sais pas, l'avidité, c'est pas ça. C'est vraiment, ouais, c'est quelque chose de mauvais. Voilà, je pense que quelque chose de, enfin après c'est un peu banal parce que dans la vie c'est pareil. Je pense qu'on peut accepter beaucoup de choses de tout le monde. Sauf à un moment donné, voilà, des comportements mauvais. Je crois que c'est ça. Je crois que dans chacun des 3 films, ils font plein de choses sur lesquelles on peut porter un regard et un jugement, mais je crois que jamais ils font quelque chose de mauvais. Tu me poses la question aussi, c'est ça? Moi, j'ai l'impression que la question, je me la pose sur la globalité du film, en fait, sur le sens. C'est-à-dire que j'aime beaucoup travailler sur le contraste, donc aller très très loin dans une direction et aller très loin dans une direction opposée, pour que ce soit le spectateur qui suive le personnage dans une direction puis dans l'autre et fasse ce travail de rééquilibrer les choses et d'avoir une pulsion pour, d'avoir une pulsion contre et de se dire c'est plus compliqué, etc. et donc de le rendre actif. Et donc j'ai l'impression que je me pose moins la question de quel va être le contenu des petites parties que qu'est-ce que ça va signifier dans la totalité du film et par quoi je vais avoir envie de faire passer le spectateur pour arriver à cette finalité. Donc j'ai l'impression que c'est une globalité. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est important pour les gens en streaming. J'ai 3 questions. Non, je vais commencer par... on a parlé de 3 exemples qui sont peut-être, allez, pour simplifier, des drames psychologiques. Si on reprenait la thématique pour la comédie, qu'est-ce que vous auriez à dire? Deuxième... Qu'est-ce qu'on aurait à dire du rapport, voilà, est-ce que ça change selon le genre du film, en l'occurrence de la comédie? Ouais, bonne question. Alors, deuxième question. Après, juste la comédie, c'est quand même, ça intervient toujours sur un terreau de tragédie. Plus la situation est tragique et plus le film va être drôle et plus le personnage va essayer de se dépêtrer. Donc, je ne sais pas si les règles, elles changent tant que ça. Enfin, j'imagine que peut-être il faut aller un peu plus dans l'exagération, que le personnage aille un peu plus loin. Moi, je vois un peu de comédie avec ton comédien, je vois déjà un peu de comédie dans ton film, et j'ai l'impression que justement, plus tu le fais aller loin, ou lui, plus il fait des erreurs, et plus ça marche aussi, quoi. J'ai l'impression que, mais ne pratiquant pas la comédie, parce que c'est compliqué, j'ai l'impression que la question de l'empathie se résout assez facilement. Que quelqu'un qui vous fait rire ou qui vous fait traverser, voilà, des situations... Empathie et anti-héros. Après, je ne suis pas sûr qu'on ait cerclé qu'est-ce qu'un anti-héros, en fait. Le héros, c'est le modèle, disons. Le héros, c'est l'exemple à suivre. L'anti-héros, c'est pas forcément l'exemple à ne pas suivre. Est-ce qu'en comédie, c'est pas que des anti-héros, justement, parce que c'est des contre-modèles, c'est des personnages qui sont justement bourrés de défauts, qui font que de se tromper, et qui sont justement immoraux. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un super lieu pour créer de l'empathie avec des anti-héros, la comédie. Mais
je pense qu'il faut qu'on ait des exemples en tête. Mais... Je vais vous poser une deuxième question. Puis je vous passe le micro après. Hein. Donc, pour le film choral, qu'est-ce que vous en pensez? Si justement, on ne part pas d'un personnage vraiment central. Alors, ne pratiquant pas non plus le film. Il y a Magnolia, par exemple, on peut réfléchir à Magnolia, mais enfin, je pense que c'est les mêmes réponses. Ouais. J'ai l'impression que le film choral, c'est autant de... Enfin, par Ou définition... je sais pas, ça dépend des films. On va dire que j'ai pas d'exemple qui me viennent de films choral où je développe envers chacun des personnages de la boucle une empathie... je sais pas, vous me séchez là. S'il y a Magnolia, par exemple, Tom Cruise face à son père. Tom Cruise est un sombre connard masculiniste et jusqu'à ce qu'il se retrouve face à son père et qu'il pleure parce qu'en fait, et là, on comprend toutes ses raisons. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, l'empathie. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait que le film soit choral. Tu vois, si le film était entièrement sur le, ça aurait très bien pu arriver dans l'histoire de Tom Cruise et enfin, la structure même du film. N'empêche pas, en tout cas. Voilà, n'empêche pas. Ne doit jamais empêcher. Oui, mais on ne parle pas de l'anti-héros. Mais bon, ok. Ouais. Oui, bonsoir, merci beaucoup. J'avais juste une question. Est-ce que, pour des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui commencent par des courts-métrages, moi j'ai un gros stress parce que je tourne en février, et j'ai un gros stress par rapport à l'empathie, de me dire que sur une durée très courte, est-ce qu'il y a des techniques justement pour qu'on soit tout de suite avec les personnages et notamment je pense à ce que vous avez dit Céline, vous parliez de surtout pour des anti-héros de ne pas hésiter à aller loin, enfin du coup que vous aviez appris à pousser un peu les curseurs, etc. Mais du coup je me dis sur 15 minutes, est-ce que c'est des conseils qui sont valables ou pas? Voilà. Je peux? Ouais. En fait, j'interviens dans des écoles de temps en temps, et quand je veux parler de la caractérisation aux étudiants, je donne comme exemple Fish Tank de Andrea Arnold. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Non, il faut absolument le regarder. En fait, dans les 6 premières minutes de Fish Tank, c'est assez extraordinaire. On est face à un personnage donc d'une jeune fille de 17 ans qui est mineure, qui déboule sur un terrain de sport et qui va insulter des camarades qu'elle frappe. Et elles se disent plein d'injures et elles se barrent. Elle se retrouve une seconde après en bas d'un immeuble où elle appelle sa copine qui devrait apparaître au balcon. C'est son père qui apparaît. Elle l'insulte. Elle hurle. On dit, ah ouais, personnage coriace. Elle continue à marcher, elle déboule dans la ville. Elle fait face à un camp de Rome et elle voit derrière la grille un cheval qui est attaché. Elle va se démerder pour rentrer dans l'enclos, elle va prendre une pierre, elle va taper contre le cadenas et elle va embrasser cet animal, se rapprocher de lui, mettre sa tête contre lui et avoir un rapport très sensuel à cet animal qu'elle va libérer. Séquence d'après, c'est 6 premières minutes du film. Séquence d'après, elle va dans un immeuble vide et elle met de la musique et elle commence à faire une chorégraphie et à danser. Il y a 5 ou 6 minutes, j'ai un personnage qui m'effraie, que je trouve hyper courageux, que je trouve avec ce rapport à l'animal qui m'intrigue. Je vois une dimension humaine que je n'ai pas vue jusque-là, et tout d'un coup, je la vois en train, comme une petite fille, de rêver d'être une star, de faire des chorégraphies. Et je la suis au bout du monde. Et c'est hyper efficace en quelques minutes. Donc je pense que dans un court-métrage, vous avez les moyens, pareillement, d'incarner fortement. Il faut avoir les bonnes... si, par définition, il faut que ce soit plus court. C'est là où tout le truc est compliqué. C'est que vous allez avoir 2 minutes pour caractériser de manière une direction qui puisse nous donner envie de suivre ce personnage, quoi. En fait, il y a le côté où du coup la technique du casting avec un acteur qu'on connaît bien, etc., avec lequel on se rend en empathie très rapidement,
du coup, pas forcément valable parce qu'on prend peut-être des acteurs complètement inconnus parce que, voilà, on démarre. Donc, voilà. Mais si tu sens que ton acteur est extrêmement touchant, et ça compte beaucoup. Et après, j'ai l'impression que c'est là, rien que ce que tu décris, c'est une scène où on peut la détester, et puis il suffit de la scène suivante, et tout à coup, on la rachète. Et je crois que c'est ça, en fait. Donc, si dans ton court-métrage, tu as l'espace pour... Et c'est d'autant plus intéressant qu'on retourne le personnage. Sinon, si elle est juste bientôt... Enfin, si le personnage est toujours sympa, c'est pas très intéressant, quoi. Merci. Et sur la même thématique, quand on passe d'un personnage qui est antipathique à quelqu'un pour lequel on éprouve une profonde empathie, est-ce que vous avez une danse ou un rythme par rapport à ça? Au niveau, vous, dans l'écriture, ce timing, cette chorégraphie entre ces moments où on a vraiment un personnage détestable, haïssable, et après des moments de lumière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous faites ça dans l'arc narratif? Ça, c'est un peu ta relecture qui va te donner la clé, le sentiment dominant. Enfin, je pense pas qu'il y ait de règles et qu'il faille alterner une scène où il est sympa, une scène où il n'est pas sympa. Je pense qu'il y a ta trame, ta dramaturgie déjà qui fait que ton personnage il fait son parcours. Et ensuite, je pense que c'est quelque chose que tu vas sentir naturellement ou que les lecteurs vont te faire sentir en te disant voilà. Là, je le perds parce qu'il est... Enfin, je schématise. Hein, là, je le perds parce c'est vraiment une ordure. Et puis là, je trouve qu'il est trop sympa. Enfin, mais je ne pense pas qu'il y ait de... Non, je ne pense pas qu'il y ait de règles. Moi, j'ai l'impression que ça dépend de la convention du récit dans lequel tu nous installes en tant que spectateur. Donc, j'ai l'impression que si on est dans un film réaliste où on perçoit les différentes étapes d'évolution du personnage, alors ton personnage négatif, on va avoir besoin de différentes étapes pour qu'il devienne positif. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu es dans un cinéma plus heurté, en fait, je vais te donner un exemple très précis, c'est les films de Piala, par exemple. Dans les films de Piala, ils ne s'embêtent pas avec des conventions de scénario, et on peut passer d'une séquence à une autre avec des ellipses, avec des choses très contradictoires, de manière très brutale, mais c'est la forme de la narration du film. Et donc c'est la convention qu'on accepte en tant que spectateur d'être bousculé, de ne pas bien comprendre, de passer d'une chose à une autre, de souffler le chaud puis le froid. Et en fait, c'est par cette convention qu'on accepte progressivement qu'on va avoir toute la complexité. Mais si tu veux, tu peux passer du chaud ou du froid si c'est la logique de narration du film. Donc j'ai envie de répondre, ça dépend de comment tu vas nous raconter ton histoire. Peut-être un drame familial ou des histoires très difficiles où c'est ça, de peindre un parent, mettons, qui serait juste violent ou... En fait, c'est difficile. J'avais jamais pensé à... Pas de manière aussi... En tout cas, cette conférence vraiment est aidante dans la construction du personnage, mais moi, c'est dans les drames familiaux de voir comment on a les deux points de vue et de pouvoir agencer comme... C'est cette danse que, pour l'instant, j'ai du mal à pouvoir verbaliser, parce que j'aime pas toute une phase où tu as juste le côté positif ou lumineux de la personne et après, tu vois la tragédie. Mais vraiment d'avoir une personne qui est duel tout le temps, en tout cas, c'est juste complexe. Oui, après, c'est des questions de dramaturgie propres à chaque film et donc à chaque thématique que tu vas voir développer et donc les personnages. C'est difficile de répondre de manière... Et c'est vrai qu'à un moment, c'est les personnages qui guident l'histoire aussi. C'est intéressant comme au bout d'un moment, on n'est plus maître non plus de notre propre histoire. Et comment une fois qu'on a des personnages qui existent suffisamment, ils vont... t'emmener eux-mêmes, enfin c'est facile à dire, on dirait que on aimerait bien que ça nous arrive vraiment, qu'on nous prenne par la main. Mais voilà, il y a quand même un moment, l'histoire est plus forte que toi. Et à partir du moment où tu as trouvé, où elle devient, enfin tu vois, où tes personnages existent vraiment, ils vont t'emmener dans leur logique aussi.
Et enfin, voilà. J'ai l'impression que c'est quand même aussi un truc de cause. Enfin, à partir du moment où tu comprends bien le. Enfin, nous, c'était la colère. On était hyper bloqués. On savait plus comment rendre notre personnage dangereux. On était vraiment à un moment, on avait l'impression qu'on s'était trompé de film, qu'on s'était trompé de concept. J'ai l'impression que ça arrive beaucoup quand on écrit des films. À un moment, on se dit, mais bon, c'était un faux bon concept. Je me suis plantée, en fait, là, j'arrive plus à avancer. Ça. Et puis, à partir du moment où on a vu La Mouche de Cronenberg, et ça a été, parfois, c'est aussi, tu regardes un film et ça va aussi débloquer des choses. Et tout à coup, on a vu tout ce processus de transformation d'un personnage qui monte en puissance, qui devient très, très dangereux, et puis qui ensuite, et après, qui devient aussi très touchant. Et nous, ça a été la colère. Tout à coup, on a compris que l'émotion qui guiderait notre personnage, c'est la colère. C'était pas juste une condition qu'il avait en lui, un danger qui allait venir de nulle part, en fait. Enfin, c'est difficile parce que vous n'avez pas vu le film et qu'on donne des exemples. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est aussi un moment comprendre la logique de tes personnages et un ensemble de... Enfin, c'est causes, conséquences. C'est ça quand même un scénario. C'est aussi une scène va t'emmener vers une autre. Donc ça va être ça le rythme, en fait. Plus que... Voilà. Bonsoir. Pour Céline, du coup, vous nous avez dit que la base de l'histoire, c'est une base très personnelle et du coup très réelle. Qu'est-ce que ça a amené de mettre ça dans un film qui est du coup fantastique avec la figure du vampire? Qu'est-ce que ça a amené le fantastique en plus? En fait, c'est parce que c'était personnel que le fantastique a été important pour moi, justement. Parce que ça permet de te mettre à distance de ton histoire personnelle. Et paradoxalement, le film de genre, quand bien même il s'agit d'exacerber le drame des situations, ça peut être gore, donc la violence, ça parle beaucoup de violence, ça permet aussi le lyrisme, la romance, et d'édulcorer un réel qui serait trop dur. Et moi, voilà, le fantastique m'a permis ça. C'est comment est-ce que je raconte l'histoire de mon frère, mais sans aller justement chercher un comédien qui serait mon frère, sans me plonger dans des scènes qui seraient beaucoup trop proches de moi. Et finalement, ça a été une autre famille. Quand bien même on va toujours puiser de soi, et tous les personnages ont quelque chose de nous, mais des gens autour aussi. Là, c'était une autre famille. Alors, il y a une petite sœur. Moi, j'ai une sœur jumelle. Tout le monde me demande à chaque fois. Oui, évidemment que cette petite sœur, elle représente notre double regard, par exemple, sur ce grand frère qui était différent. Mais ce qui est super, c'est que, par exemple, là, c'est pas du fantastique, mais la scène des pop-corn, moi, j'ai vu mon frère revenir avec des agrafes dans les cheveux de l'école. Ça devient une scène de pop-corn au cinéma. Et finalement, c'est ça, puissance. Enfin, avec le fantastique, c'est encore plus exacerbé, encore plus transcendé, quoi. Et ça permet du coup de décoller du réel et de se mettre à distance. Et pour moi, ça a été vital. Et aussi d'être peut-être plus généreux vis-à-vis du public et plus, pour moi en tout cas, plus divertissant, quand bien même je racontais quelque chose de très dur. Merci. Moi, j'avais une question par rapport, pour revenir à disons, toutes les techniques un peu de scénario qui sont bien huilées, et on réfléchit toujours aux objectifs conscients, inconscients, et finalement, en écrivant, on décortique un peu la psychologie des personnages, on fait une histoire, etc. Et je me posais la question, comment est-ce que vous redonnez un peu de mystère à ce personnage, même par rapport à vous-même? Comment on fait avec les personnages qui sont un peu opaques, qui ne savent pas vraiment pourquoi ils font les choses? Et comment est-ce qu'on amène un spectateur à entrer en empathie avec quelqu'un qui, finalement, est assez hermétique? Moi, je crois que c'est très compliqué de tenir un film avec un personnage qui ne sait pas où il va, ou un personnage dont tu ne sais pas où il va. Enfin, en plus, quand tu as les deux, tu ne sais pas où il va et qu'en plus, lui non plus. Non, plutôt si lui-même ne sait pas où il va, pas en tant que scénariste. Je sais pas. Moi, je trouve ça assez... j'ai l'impression que tu tiens pas longtemps. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment... on a besoin pour avoir... on a besoin pour avoir envie de suivre ce personnage, quel qu'il soit, d'avoir un peu du biscuit, d'avoir un peu... d'être un peu renseigné sur ses objectifs, même si ses objectifs sont ténus, hein, mais qu'au moins il y a quelque chose. Parce que quelqu'un qui cherche pendant 1h30, moi, je reste dubitatif.
J'ai l'impression que si j'étais face à un réalisateur qui me posait cette question-là en tant que co-scénariste, parce que j'aime bien écrire pour les autres, j'essaierais de partir du sens, en fait, du film. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce que le film raconte? Qu'est-ce que tu veux raconter dans cette histoire? Et en partant de là, on pourrait se poser la question de savoir, est-ce qu'on a besoin de ce personnage-là? Et si on en a besoin, à quoi il nous sert? Et si on veut absolument qu'il soit inactif, etc., comment d'autres personnages vont nous permettre de porter un regard sur lui qui va faire sens? Voilà. Je pense que je réfléchirais comme ça. Tu penses à Oslo, j'imagine? J'y pensais pas, mais il y a de ça, absolument. Oui, parce que pour moi, Oslo, c'est vraiment un film où le personnage est complètement opaque par rapport à lui-même. Oui, mais j'ai pas tant l'impression qu'il... Peut-être, non, peut-être tu as raison. Peut-être tu as raison. J'ai l'impression que c'est une course dans le vide quelque part, mais lui pense pas aller vers le vide au début. Il y a quelque chose où il se laisse emmener. Enfin, bon, je sais pas, on va pas faire sur 31 août, mais pour moi, c'est ce genre de film, ce genre de personnage auquel je pensais, où il y a quand même un très grand mystère, et je vois bien que le scénario est très construit autour de lui. Mais oui, c'est un il est en personnage interaction qui s'explicite sans arrêt avec les autres, quand même. Bien sûr. C'est ça que tu voulais dire aussi. Il est en interaction avec son meilleur ami, qui, lui, a une femme, a un enfant, c'est-à-dire une vie que lui n'a pas. Donc Oui, il fait miroir. Ensuite, il y a cette rencontre avec cette jeune femme la nuit. En fait, il cherche des réponses. Il cherche à s'accrocher à la vie. Ouais, il est quand même dans une action. Enfin, et cette action, elle est compliquée parce qu'il y a personne qui lui donne les bonnes réponses, mais c'est comme quelqu'un qui se bouge. Pardonne-moi, j'ai interprété ta question comme quelqu'un qui a pas envie de faire grand chose ou qui sait vraiment pas trop où aller. Non, je dis juste à quelqu'un qui est opaque, quoi. Mais oui. Oui, mais j'entends très bien. En tout cas, merci. Bad Lieutenant, oui, il est opaque, lui. Non, puis je pensais à un personnage qui erre comme ça tout au long du film, un film de Romer qui est Le Rayon Vert. On voit un personnage qui est perdu. Elle va dans tous les sens, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Je te conseille de le regarder parce que, pour le coup, elle est perdue tout le long du film et la fin est juste tellement exceptionnelle que elle erre et elle est face à d'autres personnages. On la renvoie sans arrêt à sa perdition. Les autres personnages la renvoient sans arrêt à sa perdition. Et en fait, la fin, moi je dirais plutôt, il faut penser à ce que si le personnage erre, qu'à un moment donné ou un autre, il soit récupéré par la vie elle-même ou même la nature. Enfin, on peut être perdu et à un moment donné, quelque chose te rattrape. Et là, en l'occurrence, c'est la nature. Enfin, pardon, excuse-moi, je pensais à ça, donc si tu l'as pas vu. T'as Eva en août aussi qui est vachement beau. Tu sais, ce personnage qui... Mais moi, j'ai l'impression qu'elle cherche quelque chose. Il y a quand même un objectif très ténu et poétique, mais il y a quelque chose. On va s'arrêter là. Peut-être un dernier mot. Non, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci à tous.